Ce document traite de sujets qui peuvent être dérangeants pour certaines personnes de l'auditoire, car il révèle différentes interprétations possibles de faits historiques. Les conclusions exposées ici sont une question d'opinion. Les preuves sont réelles. Au 14 et 15e siècle, vivait en Italie un individu original et très théorique, un homme animé d'un audacieux désir de créer et doté d'un intellect hors du commun. Il était avant-gardiste autant en tant que scientifique, inventeur ou artiste. Si l'on regarde ses travaux, peut-être devançait-il aussi notre époque. Il était impliqué dans beaucoup plus d'activités qu'il ne le laissait paraître. Sans aucun doute, ce côté dérobé est aussi le plus intéressant. Une brèche dans d'intrigantes énigmes et révélations, un labyrinthe définissant l'étrange vie de Léonard de Vinci. Les multiples facettes de Léonard de Vinci, d'étranges recherches, d'innommables cultes et une ambition inexorablement grandissante profitent de son côté obscur pour évoluer. Une série d'éléments qui nous laissent entrevoir une certaine perspective du réel éventail de ses activités. Un monde désespéré, unifié dans une logique évidente. Tout était interrelié. Sa participation au sein de sociétés secrètes, son exploration des mondes des étoiles et de la nature, ainsi que son pacte éternel. Sa connexion avec l'astronomie découle probablement de ses trois obsessions: l'obscurité, la lumière et l'ombre. Léonard se consacre à l'étude méticuleuse des positions du Soleil et des étoiles, ce qui déconcerta peut-être quelques-uns de ses collaborateurs. Léonard se risquait maintenant dans ce qu'on appelait à l'époque des terrains divins, un espace où Dieu et les anges seuls règnent. Avec sa vue et son intelligence qui nous laissent encore perplexes, Léonard est arrivé à des déductions qui furent utilisées des années plus tard par des astronomes célèbres comme Copernic ou Galileo Galilei. Ne peut cesser de contempler celui qui regarde le ciel une fois. Léonard de Vinci. Léonard observa, contrairement aux croyances de l'époque, que la Terre et la Lune tournaient autour du Soleil. Même si ceci nous semble évident, à cette époque, ce type de déclaration était suffisant pour justifier une accusation d'hérésie. Le christianisme soutenait que Dieu était l'unique créateur, qu'il se trouvait au centre de l'univers. Toute autre explication allait à l'encontre du plan divin. C'est pour cette raison que les scientifiques parlaient de leurs théories en chuchotant, tels des secrets qui ne pouvaient être confessés. Au même titre que la Lune, la Terre est une étoile parmi d'autres capable de refléter la lumière du Soleil. Léonard de Vinci. Selon l'Église, le modèle géocentrique fut hérité des Grecs. Ce modèle représente la Terre au centre de l'univers. L'explication était que la planète Terre, choisie de Dieu, était l'endroit où l'homme trouverait le salut. Le cosmos était une vaste enceinte où, avec effort et souffrance, l'humanité pourrait être délivrée. Selon Léonard, le modèle héliocentrique était le modèle astronomique qui expliquait le mieux le mouvement des planètes. L'idée de la Terre tournant autour du Soleil, et non l'inverse,
impliquait une profonde division théologique au sein de l'Église. La planète que Dieu avait si bien choisie ne se trouvait plus au centre de l'univers, et elle était tout simplement rien de plus qu'un corps céleste. Ceci remettait en cause le concept de la création tel que décrit dans la Bible, et donc la doctrine chrétienne. L'impact du raisonnement révolutionnaire de Léonard prend plus d'importance une fois que l'on se remémore les événements qui se sont produits parmi ses contemporains, et parmi ceux qui, des siècles plus tard, osèrent concevoir des théories similaires. Pour éviter la persécution, Copernic publia partiellement ses découvertes et il les rédigea en latin. Le livre de Galileo Galilei fut mis à l'index, il fut persécuté, emprisonné et forcé à infirmer ses dires pour éviter le bûcher. Le philosophe italien Giordano Bruno, qui défendait les idéologies de Copernic, Galileo et de Vinci, plus de 100 ans après ces derniers, fut cruellement torturé. Sa langue fut perforée à l'aide d'un fer, sa mâchoire fut cousue et finalement, il fut brûlé au bûcher. La Terre n'est ni au centre de l'orbite du Soleil, ni au centre de l'univers, mais plutôt au centre de tous les éléments de l'univers. Léonard de Vinci. L'Europe n'était pas tout à fait prête à assimiler de grandes découvertes. Ceux qui voulaient étudier des domaines qui relevaient du mystique devaient rester silencieux et dans l'ombre. Poussé par sa soif de savoir, Léonard faisait partie de cette minorité. Et il savait, comme tous les autres dans cette situation, qu'il devait être prudent. Pour éviter la persécution de l'Église, ceux qui décidaient de s'aventurer dans l'exploration de ces domaines étaient forcés de créer ou de faire partie de sociétés secrètes. Ces dernières permettaient une certaine pérennité de ces recherches, sans toutefois en souffrir les conséquences. La première suspicion d'affinité entre Léonard et ces sociétés secrètes surgit dans une de ses œuvres illustrées aux airs ésotériques et orientales. Cette œuvre, attribuée à Léonard, a été peinte à Milan, au palais des Sforza. Elle est connue sous le nom de Sala delle Asse. L'Académie était une confrérie qui préservait les secrets de nature scientifique et religieuse. Devenir un membre du pavillon était difficile car ses codes et ses méthodes de sécurité étaient des plus hermétiques. Cela nécessitait un apprentissage laborieux et impliquait subir un processus initiatique rigoureux. Être initié, c'était avoir exploré et étudié des parcours spirituels. Sacrifice et méditation faisaient partie de ces parcours. Étymologiquement, initié signifie inspiré, et plus précisément, il désigne ceux qui sont admis aux secrets anciens parce qu'ils savent garder le silence. Des personnes qui approfondissent en permanence leur savoir. Une fois intégrés, les initiés avaient droit aux révélations et accès aux vérités que peu finissaient par connaître. Des révélations liées au grand mystère de l'humanité, un chemin vers l'initiation symbolisé par un labyrinthe. En effet, pour atteindre la vérité, le labyrinthe était un test crucial pour l'Académie. Franchir le labyrinthe, c'était être initié et digne de se joindre à cette société secrète. Mais ceux qui pénétraient le labyrinthe devaient faire face à une série de tribulations mentales et physiques des plus bizarres. Ils n'en ressortaient jamais identiques. Quand Léonard arriva à Milan en 1482, la ville, sous le contrôle de la famille Sforza, était sur le point de devenir la grande puissance italienne. Pendant plus de 18 ans, jusqu'à l'an 1500, Léonard fut à leur service dans leur palais. C'est à cet endroit que Léonard réalisa ses œuvres principales. Il y a un grand nombre de preuves qui montrent que Léonard avait des élèves à Milan. Pour eux, il est vraisemblable qu'il ait écrit les textes qui furent compilés dans le livre « Traité de la peinture » publié au XVIIe siècle. Nœuds, lasso,
et connexion. Ceci pourrait expliquer sa fascination pour les arabesques qu'il a dit avoir fait au palais des Sforza. Sala delle Asse, accrédité à Léonard, possède tous les traits d'une œuvre d'art hermétique. Ses nattes forment les ramifications de labyrinthes interminables. Des réseaux complexes tourbillonnants qui se brouillent aux branches d'arbres extraordinairement, mais toutefois rationnellement entremêlés. En plus des nœuds de branches, il y a des ensembles de cordes rappelant celles retrouvées sur d'autres pièces qualifiées d'ésotériques, spécialement celles de l'artiste allemand Albert Dürer. Ces curieux motifs cachent des messages ésotériques orientaux qui, malgré toute l'information accessible aujourd'hui, ne peuvent être décodés. Nous pouvons par contre être certains de l'attirance que Léonard éprouvait pour le clandestin, cela même qu'on découvrait au sortir du labyrinthe, hors de portée de la lumière. Les sectes du temps de Léonard reproduisaient la méthodologie et la structure des écoles hermétiques d'Égypte. Elles tiraient leur nom d'Hermès Trismégistus, le nom que les Grecs donnèrent au dieu égyptien Thoth. Thoth était le dieu du mot et de la formule magique, en d'autres termes, le dieu du savoir. Le terme hermétisme vient du mot Hermès et ce terme est associé à des secrets de débutants qui n'ont et ne seront pas révélés. Les règles internes étaient rigoureuses et ceux qui enfreignaient certains de ces serments pouvaient même y perdre la vie. À travers les siècles, les sociétés secrètes ont changé leur nom et leurs tendances. Aujourd'hui, nous en connaissons beaucoup plus sur les Templiers, les francs-maçons et même les Rosicruciens, mais nous ne connaissons pratiquement rien du prieuré de Sion. Son nom n'a pas été entendu avant le mi-20e siècle, même si son histoire remonte à plusieurs siècles. Le prieuré de Sion est un des grands passages secrets dans le labyrinthe de Léonard de Vinci. Il fut pour celui-ci un maître, un chef et un guide. En quoi croyait cette confrérie et pourquoi a-t-elle été gardée secrète si longtemps? Est-ce que le prieuré existe encore? Les bribes d'informations que nous possédons sur cette secte nous donnent un indice. Un monde clandestin qui avait des lois sinon aussi strictes que celles des dogmes officiels. Quel était le rapport entre Léonard de Vinci et le prieuré de Sion? Une fois la découverte de documents à la Bibliothèque nationale de Paris en 1975, la connexion entre De Vinci et cette secte a vu le jour pour la première fois. Ils sont communément connus comme étant les dossiers secrets, et Léonard de Vinci en apparaît comme le grand maître, la tête suprême du prieuré de Sion. Ceux qui doutent des vérités des dossiers secrets pointent trois Français fascinés par les énigmes et les mystères: Gérard de Sède, Pierre Plantard et Philippe de Chérisey. Pour avoir écrit ces documents et pour avoir manigancé un énorme fiasco. En dépit de ces doutes, il reste une certitude. L'information que contiennent ces dossiers ouvre les portes d'une énigme et révèle les aspirations profondément hérétiques du prieuré de Sion. Serait-ce possible que le peintre officiel de l'Église, Léonard, soit à la tête d'une secte dite hérétique? Si ces documents étaient authentiques, nous nous retrouverions devant d'impressionnantes preuves, des preuves qui ne sont plus aussi surprenantes aujourd'hui. Il est impossible de parler du prieuré de Sion sans mentionner l'ordre de Sion. Les origines de l'ordre de Sion datent de la première croisade. En 1099, un groupe de moines calabraises augustins supporte la candidature du duc français-allemand Godefroy de Bouillon pour le trône d'une Jérusalem assiégée. À la même époque, quand les croisés atteignent Jérusalem, l'ordre des pauvres chevaliers du Christ, plus connu sous le nom de Templiers, vit le jour.
C'était un ordre de moines combattants créé par le Français Hugues de Paix et 9 autres chevaliers. Leur but probable, la protection des pèlerins voyageant pour visiter des lieux saints. Mais au départ, il est considéré que les deux organisations, l'Ordre de Sion et les Templiers, étaient étroitement liés. L'âge d'or des Templiers dura jusqu'à l'an 1300, au moment où le roi de France, Philippe le Bel, qui un an auparavant s'était approprié les biens et les richesses des Juifs français pour le financement de ses dettes et d'une nouvelle croisade, accusa les Templiers d'hérésie, de sodomie et d'idolâtrie. Il déclencha une vraie chasse aux sorcières. Bien que le roi de France s'approprie les fortunes de l'ordre, il devra partager avec l'Église. Plusieurs Templiers périrent au bûcher, après de longues heures de torture, comme le grand maître Jacques de Molay. D'autres survécurent et s'exilèrent au Portugal et en Grande-Bretagne. C'est d'ailleurs au Portugal qu'ils changèrent de nom pour devenir l'Ordre des Chevaliers du Christ. Bien que l'Ordre des Templiers fût terminé, le secret, quoi qu'il en soit, était encore gardé par les successeurs et les survivants. Les croyances veulent que cette mission soit exactement celle du prieuré et de l'Ordre de Sion. Depuis des siècles, le prieuré de Sion a gardé un secret si sombre et dangereux qu'il pourrait changer de façon permanente l'essence même du christianisme, une idée qui menace la doctrine de la religion chrétienne. Plusieurs ont spéculé sur le contenu du trésor des Templiers. Certains croient que c'était la tête du Christ ou de Jean le Baptiste. Cette théorie est supportée par les déclarations des Templiers torturés, qui confessent avoir voué un culte à la tête barbue d'une idole portant le nom de Baphomet. D'autres affirment qu'ils sont en possession du sensuaire, le tissu dans lequel le corps de Jésus fut enveloppé après sa mort. Mais la théorie qui fit pondre le plus grand nombre de fantaisies soutient que dans les ruines de Jérusalem, les Templiers auraient fait la découverte de certains documents qui supportent les évangiles interdits, offrant une autre version de la vie de Jésus. Une version qui aurait remis en question les principes de l'Église officielle, une institution de plus en plus riche et puissante. Une version parlant d'un mariage entre Jésus et Marie-Madeleine et, encore plus choquant, d'un enfant. Cette descendance divine serait assez pour faire, une fois de plus, basculer les temples. Dans la version de ces événements, Marie-Madeleine porta l'enfant de Jésus. La mission du prieuré de Sion était de protéger la descendance du Christ. Selon eux, elle continuerait encore aujourd'hui. La confrérie maintient qu'en fuyant les Romains et les pharisiens, Marie-Madeleine, enceinte, se rendit jusqu'au sud-est de la France où elle vécut plusieurs années après la crucifixion de Jésus. Un membre de sa descendance, Mérové, fonda la première dynastie de rois français, les Mérovingiens. Jusqu'en l'an 751, année de notre ère, ils régnèrent jusqu'à la chute des Romains. Imaginons cette hypothèse. Si Jésus avait eu des enfants et que ces derniers auraient une descendance vivante, que se serait-il passé? Ceci voudrait-il dire que présentement, il n'y aurait presque plus de descendance divine? Marseille, la côte sud-est de la France, est considérée comme la région la plus ésotérique de l'Europe centrale. Les allusions sur Marie-Madeleine y sont abondantes. En effet, il y a des évidences multiples et prouvées de son arrivée. Les églises, les chants et les légendes la représentent souvent. Mais par-dessus tout, un nom ressort en relation avec la figure des Vierges noires, qui pour plusieurs est connue comme la Madone noire. Étrangement, dans cette région, aux côtés de chaque Vierge noire,
il y a une mention de Jean le Baptiste, l'autre figure biblique représentée et exclusivement présente dans les œuvres de De Vinci. Il est facile d'y observer que le fameux geste de Jean est répété, un signe incontestable de la dévotion que portait Léonard envers ce saint qui fut la base de création de plusieurs sectes. Après la disparition de ces sectes, les sociétés hermétiques furent fondées. Elles défendaient le principe que Jean le Baptiste, et non Jésus, était le vrai Messie des Juifs. Le casse-tête commence à se former. Le prieuré de Sion, une secte impénétrable. La descendance de Jésus et Marie-Madeleine. Une révélation est Jean le Baptiste, le saint des sectes, une figure que Léonard représentait dans toutes ses œuvres religieuses. Si elle existe, la descendance de Jésus et de Marie-Madeleine serait un pur cataclysme pour les dogmes chrétiens. La descendance de Jésus pourrait réquisitionner la prise en charge de l'Église. Et si celle-ci refusait, les croyants partiraient d'eux-mêmes à sa recherche. Si ce secret était véritablement celui des Templiers, la mission du prieuré de Sion, supposément menée par Léonard, n'aurait comme unique but la protection de la descendance du Sauveur et, tels des gardiens éternels de l'enfant de Dieu, d'une génération à une autre, la transmission encodée de son existence. Il est raisonnable d'assumer que Léonard, pour laisser un signe de son appartenance, éparpillait certains symboles dans ses œuvres. Un signe adressé à la confrérie à laquelle il faisait partie, et conçu pour que les autres membres du prieuré de Sion le saisissent. La liste de noms gérant ces organisations comprenait des noms majeurs tels Isaac Newton, l'écrivain Victor Hugo, le musicien Claude Debussy, l'artiste Jean Cocteau et un peintre du nom de Sandro Botticelli, un contemporain de Léonard. Le reste de la liste contient les noms de membres de famille des plus aristocratiques de l'Europe, ainsi que de célèbres alchimistes et occultistes. De notre temps, la direction du prieuré de Sion a été assurée par un citoyen français du nom de Pierre Plantard de Saint-Clair. Il prétend être de descendance directe des Mérovingiens et avoir en sa possession le trésor des Templiers. Plantard et Saint-Clair, deux personnes liées de près au prieuré et à la France où, selon les dires, le trésor des Templiers serait caché. C'est également la région où, curieusement, on peut retrouver la tour Magdala ou la tour Marie-Madeleine. On dit que plusieurs de ces familles ont un lien avec Rennes-le-Château, un village français appartenant à la maison de Lorena, une ancienne famille de dynastie mérovingienne qui s'est battue pour protéger sa descendance. Il y a ceux qui soutiennent que plusieurs des noms sur cette liste sont liés à cette dynastie de sang ou d'amitié. Comment Léonard de Vinci en est-il arrivé à présider une secte aussi puissante et distinguée? Qu'il soit de sang ou d'amitié, tous les grands maîtres avaient un lien avec celui qui venait avant ou après. Une fois de plus, selon les dossiers secrets, le grand peintre Sandro Botticelli fut le prieur qui passa loi à Léonard de Vinci. Ils n'étaient pas des étrangers car plusieurs années auparavant, Botticelli et Léonard se connaissaient. Durant leurs jeunes années, ils travaillèrent au même studio à Florence, la capitale de l'Europe occulte. En fait, De Vinci, l'artiste, l'inventeur, le musicien, le cuisinier, le philosophe et le rebelle spirituel, était investi d'une mission autour de laquelle était focalisée toute sa vie. Il est en descendance directe des Templiers. De son vivant, De Vinci a porté les chapeaux de maître du prieuré de Sion, gardien de l'origine véridique du Christ et de Marie-Madeleine, et dépositaire de l'héritage du Saint Graal. Mais l'artiste, utilisant costume et déguisement,
ne serait jamais allé à l'encontre de ses idées et principes. Cela expliquant pourquoi sa vraie pensée, sa foi authentique, transpirait dans toutes ses œuvres. Celle-là même qu'il préférait passer sous silence et parfois renier. Ce qui était dit, était dit. Le symbolisme est grand, ce qui indique que Léonard faisait partie de sociétés secrètes qui défendaient des idéologies hérétiques. Nous ne pouvons laisser de côté ces deux exemples. En code symbolique, l'absence du célèbre Graal dans sa toile La Seine peut être interprétée comme suit. Le sang de Jésus est à l'intérieur d'un autre vaisseau et que cet autre vaisseau est nul autre que Marie-Madeleine, la présumée figure féminine à la droite du Messie, portant son sang de rebelle à même ses entrailles. Sang royal, le sang éternel ou Saint Graal. Nous ne voyons pas le calice, mais en fait Léonard l'a peint. Puis, nous avons une référence constante et presque obsessive nous ramenant à Jean le Baptiste, un saint vénéré par les sectes et les sociétés hermétiques, dans les peintures où le geste de Jean n'a pas sa raison d'être, comme c'est le cas pour l'adoration des mages. Dans les œuvres de Botticelli, nous retrouvons des talismans représentés sous la forme de la lettre X, dissimulés volontairement, un signe de protection et de bonne fortune au sein des cercles hermétiques. À la mort de Botticelli, Léonard prit en charge le prieuré, mais les deux avaient débuté une amitié avant de se joindre à la société secrète. Leur amitié fut scellée par un événement tragique et ridicule qui ne pourra probablement jamais être avoué, mais qui les rendit complices pour la vie. Encore jeune, Léonard travaillait en tant qu'apprenti dans le studio de l'artiste Andrea Verrocchio, et c'est là qu'il fait la rencontre de Sandro Botticelli. La noblesse de Florence et ses habitants fascinent le jeune paysan Léonard de Vinci. Il passe ses journées entières dans l'atelier où il est entouré d'artistes et d'hommes sages de différents genres. Néanmoins, son esprit impatient aspire à rencontrer le plus de gens possible, veut se familiariser avec de nouvelles méthodes, avoir des conversations avec toutes sortes de gens et aussi, il ressent le besoin d'augmenter ses revenus pour se libérer à jamais de son père. Et c'est ainsi qu'au début de l'an 1470, il travaille de nuit en tant que serveur à la célèbre taverne des Trois Colimaçons, située près de Ponte Vecchio. Mais un événement hors du commun lui permet de gravir les échelons et ainsi être plus que simple serveur. Dans les antichambres de la taverne, un nouveau monde s'ouvre à Léonard. Enthousiaste et ouvert d'esprit, il devient rapidement un chef accompli. Mais le destin se joue d'une main mortelle et le futur maestro est forcé d'utiliser tous ses dons créatifs dans des décors inattendus et étranges. Au printemps de l'année 1473, la mort frappe à la taverne des Trois Colimaçons. Les victimes sont les trois cuisiniers. On dit qu'ils avaient ingurgité une potion bizarre, mais les recherches s'arrêtent là. L'amour que voue Léonard à la cuisine le mène en effet à ouvrir un restaurant avec un ami artiste. Le commerce doit fermer ses portes car un noble y est tué. Un événement commun dans une époque où la religion, l'argent, la magie et le pouvoir se côtoient à des banquets politiques, et le dessert souvent une goutte de poison. Mais voilà le monde du maestro de Vinci, vivant sous les feux de l'Inquisition et les poisons des conspirateurs. Il vivait grassement, sans crainte, et plus d'une fois, il utilisa la nourriture pour se faire des amis.
Peu après être devenu chef, De Vinci apporte des changements. Son aversion pour les mets de l'époque fait en sorte qu'il développe son propre style de cuisine, presque étrange, qui surprenait et qui scandalisait. Par contre, son bon goût est indiscutable et tranquillement, les clients succombent au plaisir de ses expérimentations. Léonard ne laissera jamais tomber l'art de la cuisine, un espace magique où, en mixant les éléments, en préparant des potions, en créant des réactions étranges ou de nouveaux arômes, il peut créer et se remémorer ses aventures en tant que tenancier de taverne. Il se sent comme un magicien. Son intrépidité grandissante à même ses expériences culinaires commença donc à irriter les clients réguliers. Et ses excentricités, combinées à la mort des chefs qui n'avaient jamais vraiment été pleinement élucidés, créa une aura de suspicion autour de lui. À son grand regret, il est forcé de laisser son travail au restaurant Les Trois Colimaçons. Par la suite, son focus se dirige une fois de plus exclusivement sur le monde des arts. Mais un événement chanceux le poussera une fois de plus vers la cuisine. Été 1478. Peu de temps après le départ de Léonard des Trois Colimaçons, une querelle entre invités cause un incendie qui n'épargnera pas la taverne. C'est à ce moment que De Vinci décide de rouvrir la taverne avec Sandro Botticelli, son compagnon de l'atelier de Verrocchio. Il lui donne le nom de Trois Grenouilles. La véracité encore disputée des écrits de l'époque parle d'un menu composé de mets exotiques, comme de gélatine de poisson, d'oursin, d'ours et de porc épic. L'effigie des Trois Grenouilles se vit trop sophistiquée pour son époque et dut fermer ses portes. Mais l'expérience de travail dans la cuisine affecta sa vie. Même s'il fut louangé et honoré pour ses œuvres d'art, c'est avec joie qu'il retournait à la cuisine, au simple plaisir alchimique qu'il y retrouvait. En l'an 1516, il était l'artiste le plus célèbre de toute l'Europe, reconnu de toutes les cours royales et louangé de tous les cercles. Ses voyages au sein des mondes clandestins lui apportèrent aussi prestige et pouvoir. Cette même année, le roi de France, Francis Ier, invita le maître à venir résider au château Clos-Luzet. Léonard accepta et emménagea avec Sallet, son domestique, Francesco Melzi et d'autres apprentis. Cette invitation était splendide et offrait bon nombre de solutions aux problèmes de Léonard. Premièrement, elle lui permettait de partir de Florence, ville où sa notoriété était déjà trop évidente, ville qu'il avait tellement aimée et qui maintenant semblait un peu trop hostile. De plus, être l'invité d'honneur d'un roi allait résoudre ses difficultés financières. Mais il y avait une autre raison. En plus d'être un aficionado de l'art, Francis Ier amena le calvinisme en France et était en naturel désaccord avec les doctrines de Rome. Ceci donnerait peut-être à Léonard la possibilité d'exprimer librement ses idées sans interférence de l'Église. À la mort de Léonard en 1519, le prieuré de Sion connaissait déjà son successeur, le connétable de Bourbon, à qui Léonard avait déjà passé la couverture avant de mourir. Dans la papauté, comme dans les ordres ésotériques, le contrôle est maintenu jusqu'à la mort. Mais contrairement à la Convention catholique, il n'y a pas de conclave pour élire le successeur. Le maître en place doit choisir son successeur pendant qu'il est toujours en vie. Comme les écoles occultes de l'Égypte et de l'Asie, cette société secrète stipulait le transfert des règles de maître à disciple pour déterminer les futurs chefs. Léonard vit la fin de sa vie loin de l'Italie, dans un environnement paisible et confortable. Il réfléchit sur sa vie fascinante remplie de buts ambitieux qui, en grande partie, il avait réussi à accomplir.
Il avait questionné les lois de Dieu, de la nature et de l'art et avait survécu. Mais comme tout artiste, il laissa derrière une œuvre inachevée, la réponse finale, la formule pour la vie. Quel secret a-t-il emporté dans sa tombe et combien laissa-t-il derrière pour description future? En tant que visionnaire, qu'avait-il prédit pour le futur? Ces derniers jours sont testamentaires de ses accomplissements. Loin de l'humble village où il est né, le fils illégitime, enveloppé de richesses et de confort, quitta ce monde dans un magnifique palais, entouré de gens d'influence et de noblesse qui l'admiraient et s'occupaient de lui. On dit aussi qu'il refusait de dormir, que dormir était trop semblable à la mort. Oh, pourquoi ne pas produire une œuvre qui, après ta mort, offrira une image de la vie parfaite? Toi qui, de ton vivant et lorsque tu dors, deviens si semblable au sombre corps décédé. Léonard de Vinci. Clos-Luzet était un château rempli de gens qui voulaient s'approcher de Léonard, des artistes des quatre coins de l'Europe, sculpteurs, joailliers, domestiques et aristocrates. Mais l'artiste préférait la compagnie de ses cercles les plus proches. Si tu es seul, tu es ton propre maître. Léonard de Vinci. Ses assistants qui suivaient les intentions du maître devaient documenter tous les changements de santé qu'il remarquait, la couleur de sa peau, sa posture et ses humeurs, jusqu'à documenter les moindres changements corporels, comme s'ils annonçaient le chemin de la mort. Son obsession pour la science dépassait les limites de l'humain. Malgré le fait qu'il expérimente lui-même les souffrances de la mort, il faisait en sorte que des notes soient prises sur la détérioration physique et ses changements d'humeur. Peut-être essayait-il de devenir le sujet de ses propres études et ainsi échapper à la religion. Quelques jours avant sa mort, Léonard fit venir un notaire avec qui il rédigea son testament et y ajouta des instructions précises quant à ses funérailles. Conditions étranges et arrangements élaborés y étaient demandés, comme si la mort était le dernier grand mystère qui l'atteignait enfin. Dans le testament que Léonard rédigea avec son notaire, il légua à ses 3 demi-frères tout l'argent qu'il avait déposé dans une banque d'Italie. Les biens qu'il possédait au château, comprenant manuscrits et œuvres illustrées, furent légués à son fidèle assistant, Melzi. Son domestique Sallet, ainsi que Battista, son autre domestique, reçurent chacun la moitié de son vignoble de Milan. À son autre assistant Mazzuri, il légua quelques manteaux et de l'argent, tandis que son or fut offert à 62 mendiants ambrosiens. Il demanda également à ce que 60 d'entre eux portent une torche lors de ses funérailles. Il alla jusqu'à documenter le nombre et le poids des chandelles qui brûleraient à l'église lors de la messe funèbre. Pour la célébration finale de sa vie, le vieil artiste organisa une mise en scène digne de grands événements. Nous n'aurons jamais la certitude si ces demandes faisaient partie d'un plan pour acquérir la vie éternelle. Peut-être possédait-il une théorie inexplicable sur le passage de l'âme, mais nous ne saurons jamais. Par contre, ces dernières œuvres renferment un élément qui nous éclairera. Dédié à ses manuscrits, à la correction et à la modification de vieux textes, ajoutant ici et là de nouvelles pensées et de vieux dilemmes, on dit qu'il passa ses derniers jours en transe. C'est durant cette période que ses croquis sur la fin du monde furent dessinés. Résultant de ses visions fiévreuses,
De Vinci dessina un monde apocalyptique où d'énormes torrents laissèrent dans leur sillage la destruction. Des forêts, des villes et des chevaliers, tous se retrouvèrent ensevelis sous ce torrent. Un détail intéressant des phénomènes naturels dépeints dans ces croquis hallucinatoires et cauchemardesques est sa partance du détail et du concept de la nature qui, pour le maître, furent obsessionnels. Dans un dernier souffle, il se confessa à un prêtre qui lui donna l'absolution et la communion. Avec la force qui lui restait, De Vinci se leva de son lit de mort pour accueillir son hôte. Sans l'aide de ses assistants, il ne pouvait tenir debout. On raconte qu'à sa confession, il demanda le pardon pour avoir fait de l'art non conventionnel. Sa demande d'être entendu en confession, ainsi que la confirmation que son œuvre n'aurait été exécutée telle qu'entendue, ne sont que deux choses qui soulèvent le soupçon. Parlait-il du temps qu'il prenait pour faire ses œuvres, ou de quelque chose de complètement différent? Nous ne saurons jamais. À son trépas, De Vinci avait 3 œuvres à son chevet. Saint Jean le Baptiste, Sainte Anne et ce célèbre portrait d'une femme souriante qui, selon certains, est la vraie Joconde. Un choix n'a été nullement laissé à la chance. Un autre mystère qu'il amena avec lui fut le choix des œuvres qu'il garda et qu'il suspendit près de lui au moment de sa mort. Pour la postérité, ces peintures agissent en tant que dernier message de sa vie. Jean, le saint des sociétés secrètes, Sainte Anne, la représentation de la Grande Mère, et la Gioconda. Cette image androgyne est aussi énigmatique qu'il l'était. Léonard de Vinci est mort avec dignité et sans spectacle. Mais bien sûr, il ne reste qu'un mystère entourant sa mort, la destinée de ses ossements. Il y a plusieurs théories sur ce qui est arrivé au corps de Vinci. Le labyrinthe que fut la vie du maître était terminé. Probablement que ses disciples, adeptes et étudiants n'avaient pas la discipline d'étude nécessaire à l'étude et au transfert de savoir secret. Des siècles durent s'écouler avant que nous puissions avoir un aperçu d'un secret si jalousement gardé par les Templiers, les prieurs et autres sectes mystérieuses concernant les œuvres de Léonard et leurs codes secrets. Le rideau de sa vie tomba en terre française. Derrière ce rideau se retrouvait l'éternité. Finalement, Léonard sait ce qu'il y a après la vie. Se recueillant dans ses chambres de clos l'usé, sans descendance naturelle et un testament en ordre, Léonard avait le temps de préparer son esprit pour ce grand passage. Derrière lui se retrouvaient des essais de vol, ses relations et rituels secrets, ses œuvres inachevées et une œuvre d'art qu'il ne créa jamais. Devant lui, la fenêtre avec vue sur la nuit, l'immensité des cieux français, la lueur des étoiles qu'il rêvait d'atteindre. Ces étoiles se dirigent maintenant vers lui avec un nouvel éclat. Et Léonard se sentit léger. Si léger. Son puissant intellect, son optimisme et sa volonté, ainsi que son amour pour l'humanité et la nature, l'ont placé face à face avec Dieu, homme et Dieu, créés dans la similitude et à l'image de chacun.
Ce document traite de sujets qui peuvent être dérangeants pour certaines personnes de l'auditoire, car il révèle différentes interprétations possibles de faits historiques. Les conclusions exposées ici sont une question d'opinion. Les preuves sont réelles. Au 14 et 15e siècle, vivait en Italie un individu original et très théorique, un homme animé d'un audacieux désir de créer et doté d'un intellect hors du commun. Il était avant-gardiste autant en tant que scientifique, inventeur ou artiste. Si l'on regarde ses travaux, peut-être devançait-il aussi notre époque. Il était impliqué dans beaucoup plus d'activités qu'il ne le laissait paraître. Sans aucun doute, ce côté dérobé est aussi le plus intéressant. Une brèche dans d'intrigantes énigmes et révélations, un labyrinthe définissant l'étrange vie de Léonard de Vinci. Les multiples facettes de Léonard de Vinci, d'étranges recherches, d'innommables cultes et une ambition inexorablement grandissante profitent de son côté obscur pour évoluer. Une série d'éléments qui nous laissent entrevoir une certaine perspective du réel éventail de ses activités. Un monde désespéré, unifié dans une logique évidente. Tout était interrelié. Sa participation au sein de sociétés secrètes, son exploration des mondes des étoiles et de la nature, ainsi que son pacte éternel. Sa contour du Soleil, et non l'inverse, impliquait une profonde division théologique au sein de l'Église. La planète que Dieu avait si bien choisie ne se trouvait plus au centre de l'univers, et elle était tout simplement rien de plus qu'un corps céleste. Ceci remettait en cause le concept de la création tel que décrit dans la Bible, et donc la doctrine chrétienne. L'impact du raisonnement révolutionnaire de Léonard prend plus d'importance une fois que l'on se remémore les événements qui se sont produits parmi ses contemporains et parmi ceux qui, des siècles plus tard, osèrent concevoir des théories similaires. Pour éviter la persécution, Copernic publia partiellement ses découvertes et il les rédigea en latin. Le livre de Galileo Galilei fut mis à l'index, il fut persécuté, emprisonné et forcé à infirmer ses dires pour éviter le bûcher. Le philosophe italien Giordano Bruno, qui défendait les idéologies de Copernic, Galiléo et de Vinci, plus de 100 ans après ces derniers, fut cruellement torturé. Sa langue fut perforée à l'aide d'un fer, sa mâchoire fut cousue et finalement, il fut brûlé au bûcher. La Terre n'est ni au centre de l'orbite du Soleil, ni au centre de l'univers, mais plutôt au centre de tous les éléments de l'univers. Léonard de Vinci. L'Europe n'était pas tout à fait prête à assimiler de grandes découvertes. Ceux qui voulaient étudier des domaines qui relevaient du mystique devaient rester silencieux et dans l'ombre. Poussé par sa soif de savoir, Léonard faisait partie de cette minorité. Et il savait, comme tous les autres dans cette situation, qu'il devait être prudent. Pour éviter la persécution de l'Église, ceux qui décidaient de s'aventurer dans l'exploration de ces domaines étaient forcés de créer ou de faire partie de sociétés secrètes. Ces dernières permettaient une certaine pérennité de ces recherches, sans toutefois en souffrir les conséquences. La première suspicion d'affinité entre Léonard et ces sociétés secrètes surgit dans une de ses œuvres illustrées aux airs ésotériques et orientales. Cette œuvre, attribuée à Léonard, a été peinte à Milan, au palais des Sforza. Elle est connue sous le nom de Sala delle Asse.
L'Académie était une confrérie qui préservait les secrets de nature scientifique et religieuse. Devenir un membre du pavillon était difficile car ses codes et ses méthodes de sécurité étaient des plus hermétiques. Cela nécessitait un apprentissage laborieux et impliquait subir un processus initiatique rigoureux. Être initié, c'était avoir exploré et étudié des parcours spirituels. Sacrifice et méditation faisaient partie de ces parcours. Étymologiquement, initié signifie inspiré, et plus précisément, il désigne ceux qui sont admis aux secrets anciens parce qu'ils savent garder le silence. Des personnes qui approfondissent en permanence leur savoir. Une fois intégrés, les initiés avaient droit aux révélations et accès aux vérités que peu finissaient par connaître. Des révélations liées au grand mystère de l'humanité, un chemin vers l'initiation symbolisé par un labyrinthe. En effet, pour atteindre la vérité, le labyrinthe était un test crucial pour l'Académie. Franchir le labyrinthe, c'était être initié et digne de se joindre à cette société secrète. Mais ceux qui pénétraient le labyrinthe devaient faire face à une série de tribulations mentales et physiques des plus bizarres. Ils n'en ressortaient jamais identiques. Quand Léonard arriva à Milan en 1482, la ville, sous le contrôle de la famille Sforza, était sur le point de devenir la grande puissance italienne. Pendant plus de 18 ans, jusqu'à l'an 1500, Léonard fut à leur service dans leur palais. C'est à cet endroit que Léonard réalisa ses œuvres principales. Il y a un grand nombre de preuves qui montrent que Léonard avait des élèves à Milan. Pour eux, il est vraisemblable qu'il ait écrit les textes qui furent compilés dans le livre « Traité de la peinture » publié au XVIIe siècle. Connexion avec l'astronomie découle probablement de ces trois obsessions. L'obscurité, la lumière et l'ombre. Léonard se consacre à l'étude méticuleuse des positions du Soleil et des étoiles, ce qui déconcerta peut-être quelques-uns de ses collaborateurs. Léonard se risquait maintenant dans ce qu'on appelait à l'époque des terrains divins, un espace où Dieu et les anges seuls règnent. Avec sa vue et son intelligence qui nous laisse encore perplexes, Léonard est arrivé à des déductions qui furent utilisées des années plus tard par des astronomes célèbres comme Copernic ou Galileo Galilei. Ne peut cesser de contempler celui qui regarde le ciel une fois. Léonard de Vinci. Léonard observa, contrairement aux croyances de l'époque, que la Terre et la Lune tournaient autour du Soleil. Même si ceci nous semble évident, à cette époque, ce type de déclaration était suffisant pour justifier une accusation d'hérésie. Le christianisme soutenait que Dieu était l'unique créateur, qu'il se trouvait au centre de l'univers. Toute autre explication allait à l'encontre du plan divin. C'est pour cette raison que les scientifiques parlaient de leurs théories en chuchotant, tels des secrets qui ne pouvaient être confessés. Au même titre que la Lune, la Terre est une étoile parmi d'autres capable de refléter la lumière du Soleil. Léonard de Vinci. Selon l'Église, le modèle géocentrique fut hérité des Grecs. Ce modèle représente la Terre au centre de l'univers. L'explication était que la planète Terre, choisie de Dieu, était l'endroit où l'homme trouverait le salut. Le cosmos était une vaste enceinte où, avec effort et souffrance, l'humanité pourrait être délivrée. Selon Léonard, le modèle héliocentrique était le modèle astronomique qui expliquait le mieux le mouvement des planètes. L'idée de la Terre tournant Nœud, lasso et connexion. Ceci pourrait expliquer sa fascination pour les arabesques
qu'il a dit avoir fait au palais des Sforza. Sala delle Asse, accrédité à Léonard, possède tous les traits d'une œuvre d'art hermétique. Ses nattes forment les ramifications de labyrinthes interminables. Des réseaux complexes tourbillonnants qui se brouillent aux branches d'arbres extraordinairement, mais toutefois rationnellement entremêlés. En plus des nœuds de branches, il y a des ensembles de cordes rappelant celles retrouvées sur d'autres pièces qualifiées d'ésotériques, spécialement celles de l'artiste allemand Albert Dürer. Ces curieux motifs cachent des messages ésotériques orientaux qui, malgré toute l'information accessible aujourd'hui, ne peuvent être décodés. Nous pouvons par contre être certains de l'attirance que Léonard éprouvait pour le clandestin, cela même qu'on découvrait au sortir du labyrinthe, hors de portée de la lumière. Les sectes du temps de Léonard reproduisaient la méthodologie et la structure des écoles hermétiques d'Égypte. Elles tiraient leur nom d'Hermès Trismégistus, le nom que les Grecs donnèrent au dieu égyptien Thoth. Thoth était le dieu du mot et de la formule magique, en d'autres termes, le dieu du savoir. Le terme hermétisme vient du mot Hermès et ce terme est associé à des secrets de débutants qui n'ont et ne seront pas révélés. Les règles internes étaient rigoureuses et ceux qui enfreignaient certains de ces serments pouvaient même y perdre la vie. À travers les siècles, les sociétés secrètes ont changé leur nom et leurs tendances. Aujourd'hui, nous en connaissons beaucoup plus sur les Templiers, les francs-maçons et même les Rosicruciens, mais nous ne connaissons pratiquement rien du prieuré de Sion. Son nom n'a pas été entendu avant le mi-20e siècle, même si son histoire remonte à plusieurs siècles. Le prieuré de Sion est un des grands passages secrets dans le labyrinthe de Léonard de Vinci. Il fut pour celui-ci un maître, un chef et un guide.